Quand un Premier ministre ose le mot «conquête» à la télévision, un soir du Nouvel An, ce n'est jamais une maladresse ordinaire. C'est une onde de choc qui traverse non seulement son pays, mais aussi toute l'Europe. Dans la bouche d'un chef d'État, un mot aussi chargé n'apparaît pas par hasard ou sous l'effet d'un simple émoi. La Pologne, hantée par son histoire tourmentée, vient d'annoncer sa volonté d'une rapide conquête de la Baltique. Prononcer cela lors d'un discours censé apaiser et unir, c'est rompre le pacte tacite de prudence diplomatique. Le mot a résonné comme une détonation, brisant la routine feutrée du 1er janvier. En diplomatie, conquête est un tabou, synonyme d'agression, de domination. Ce n'est pas la défense, mais l'offensive assumée. Même les plus va-t-en-guerre évitent ce terme en public. Alors pourquoi l'employer et pourquoi maintenant? La riposte russe a été immédiate. Moscou, concerné au premier chef par toute évolution dans la région baltique, a relevé la provocation. Dans les états-majors, les analystes et les diplomates ont déclenché l'alerte. Chaque mot compte, chaque risque est réévalué. Derrière cette phrase, ce sont des frontières, mais aussi la paix et la sécurité de millions de vies qui vacillent. Un mot mal placé, et c'est l'avenir de toute une génération qui bascule dans l'incertitude. Comment la Pologne en est-elle arrivée à cette escalade verbale? Quelles blessures, quelles stratégies, quels souvenirs nourrissent cette fureur? Pour saisir l'ampleur du moment, il faut explorer les racines de la politique et de l'identité polonaise. Pour comprendre la brutalité de cette annonce, il faut revenir sur les peurs et ambitions qui façonnent la Pologne contemporaine. C'est dans les ombres du passé que s'expliquent les maux d'aujourd'hui. La peur de l'Est n'est pas une nouveauté en Pologne. Elle se transmet presque comme un héritage, de génération en génération. Depuis des siècles, le conflit avec la Russie façonne la mémoire collective. Ici, l'Est ne désigne pas simplement une direction, mais incarne un danger profond qui colore les conversations, les récits, même les rêves d'enfants. Le sentiment d'être victime traverse l'histoire polonaise comme une cicatrice. À chaque guerre, chaque partition, chaque occupation, la blessure se rouvre et s'ancre un peu plus dans l'âme nationale. Grandir en Pologne, c'est apprendre très tôt à regarder l'Est avec méfiance. L'école et la culture alimentent ce récit. Les manuels, la littérature, les films et les chansons populaires construisent l'image d'une Pologne assiégée, contrainte de se défendre face à un voisin imprévisible, parfois hostile. L'hostilité se transmet, presque comme un rite de passage. Désigner un ennemi extérieur ne sert pas qu'à expliquer le passé. Cela soude le pays, forge un « nous » uni devant un « eux » menaçant. Pour beaucoup, la nation semble avoir besoin de cette menace orientale pour exister pleinement. Mais instrumentaliser la peur comporte des risques. À force de politiser la mémoire, la frontière entre vigilance et paranoïa s'efface. Toute la société risque alors de sombrer dans l'angoisse et la préparation fébrile à un affrontement inévitable. Voilà pourquoi la rhétorique guerrière tient une place si forte en Pologne aujourd'hui. Mais que se passe-t-il lorsque ces mots prennent la forme de chars, de manœuvres, de plans d'attaque? Le passage du discours aux actes bouleverse la donne. La frontière entre défense légitime et escalade dangereuse devient floue. 4,8% du produit intérieur brut, 300 000 soldats, des dizaines de milliards d'euros partis en fumée. La Pologne ne joue plus la comédie. Les chiffres donnent le vertige et signalent un bouleversement qui dépasse de loin les discours officiels. Varsovie mène la plus vaste expansion militaire de toute l'Union européenne, pulvérisant chaque record de l'OTAN. En quelques années, les effectifs militaires ont doublé, passant de 150 000 à 300 000 soldats en uniforme. Chaque mois, Varsovie annonce des achats massifs. Chars dernier cri, artillerie longue portée, avions de chasse ultramodernes, missiles Patriot, drones turcs, bientôt même systèmes antimissiles coréens. Le budget militaire explose, dépassant les 40 milliards d'euros par an, plus que certaines puissances européennes. Pour moins de 40 millions d'habitants, c'est un effort de guerre, plus qu'une simple défense. Mais l'escalade ne s'arrête pas aux chiffres. Toute la logistique nationale est réorganisée. Stock de carburant, corridors ferroviaires, réserves médicales, mobilité des troupes. Les exercices militaires se multiplient, trimestre après trimestre, simulation de frappe, entrée rapide dans la Baltique, toujours avec un objectif précis en ligne de mire. Kaliningrad. Ce nom obsède tous les états-majors polonais. Officiellement, ce n'est qu'un point chaud à surveiller. En coulisses, c'est l'axe central des préparatifs. Neutraliser Kaliningrad, couper ses communications, isoler la Russie du corridor Suwałki. Les plans et les manœuvres convergent de tous vers cette enclave russe, coincée entre la Lituanie et la Pologne. Les discours publics se durcissent. Le général Gromadzinski affirme froidement
Sur 300 kilomètres, tout sera détruit, à 900, tout sera embrasé si nécessaire. Ce ne sont plus des bravades. Dans l'armée, rien n'est déclaré par hasard. Cela suggère que la décision d'agir de façon offensive, et pas seulement défensive, a déjà été mûrie au sommet de l'État. Ce qui glace, c'est le silence. Les politiques font mine d'ignorer ces propos, les diplomates détournent le regard, les médias minimisent ou parlent d'opinions personnelles. Pourtant, l'histoire montre que banaliser des menaces mène souvent au pire. Le coût, lui, est colossal. Caisse publique vidée, inflation galopante, coupe dans l'éducation et la santé. Mais surtout, la région s'enfonce dans une logique où la confrontation semble inévitable, où reculer n'est plus permis, où la paix n'existe plus que comme un souvenir fragile. Pour comprendre comment cette logique s'est imposée, il faut plonger dans les coulisses du pouvoir polonais. Là, les motivations profondes, les peurs et les calculs stratégiques se dévoilent peu à peu. La guerre moderne ne se joue plus avec des chars ou des missiles. Désormais, ce sont les blocus, la fermeture des marchés, l'effacement progressif du quotidien. Derrière les promesses de conquête rapide de la Baltique, une réalité sourde s'impose. La Baltique se mue en mer intérieure de l'OTAN. Pour Kaliningrad, enclave russe isolée, l'étau se resserre. Les trains s'arrêtent à la frontière, les marchandises restent bloquées. L'énergie circule au compte-gouttes, quand elle circule encore. En Pologne, le choc est immédiat. Les agriculteurs voient s'effondrer leurs débouchés vers l'Est. Les pommes n'atteignent plus les marchés russes, le lait s'entasse dans les entrepôts. Les petites entreprises, déjà fragiles, subissent l'arrêt brutal des chaînes d'approvisionnement. Les PME de transport encaissent la hausse des coûts, les retards imprévisibles, les camions immobilisés pendant des jours entiers. La fermeture progressive des consulats russes ajoute une couche d'angoisse. Obtenir un visa devient un parcours du combattant, même pour une visite familiale ou une urgence médicale. Pour les étudiants, les chercheurs, les travailleurs saisonniers, les frontières deviennent des murs de suspicion. La curiosité cède la place à la méfiance, la peur s'insinue dans les gestes du quotidien. Un climat de tension infuse chaque recoin. À Varsovie, détenir un passeport russe ou porter un nom slave suffit à attirer l'attention. Les récits d'arrestations arbitraires se multiplient. L'archéologue polonais, arrêté pour espionnage alors qu'il étudiait la Seconde Guerre mondiale, en est le symbole. La suspicion devient la règle, tout le monde peut être pris pour cible. Le prix à payer est terrible, et ce ne sont pas les élites qui encaissent. Les pertes de revenus, les faillites de PME, la montée des tensions sociales, l'éclatement de la confiance, voilà la vraie guerre économique et psychologique. Le tissu social, déjà fragilisé par la crise sanitaire, se délite. Les familles s'isolent, la solidarité s'effondre, la peur occupe tout l'espace. Pourtant, la Russie ne plie pas. Moscou répond sans émotion, prépare sa riposte dans l'ombre. Mais derrière ce duel officiel, un danger plus insidieux se faufile, invisible et tout proche. L'escalade ne se limite plus aux mots, chaque camp s'enfonce dans la logique du pire. Bientôt, le moindre incident peut mettre le feu aux poudres, quand la politique étrangère devient une arme tournée contre sa propre population qui y perd vraiment. Derrière les discours tonitruants sur la sécurité et la conquête, la géopolitique spectaculaire sert avant tout à masquer la crise sociale et économique qui bouleverse chaque jour la vie des Polonais. Tandis que l'on désigne de nouveaux ennemis et que l'on brandit la nécessité de défendre les frontières, les problèmes de fond, précarité, inflation, disparition des petits commerces, s'effacent dans le vacarme des slogans. La rhétorique officielle redessine brutalement la carte du monde. D'anciens voisins deviennent adversaires par simple déclaration. Toute la société s'en trouve désorientée. La peur s'instille, les solidarités s'effritent, la méfiance s'impose, non parce qu'une menace existe vraiment, mais parce qu'un récit la fabrique, l'ancre, la rend inévitable. Mais qui paie le prix de cette escalade ? Ce sont les citoyens ordinaires, sommés de consentir à toujours plus de sacrifices pour une sécurité illusoire. Le budget militaire explose, les ressources vitales s'évaporent des services sociaux, les libertés s'érodent, tout cela au nom d'un état d'alerte permanent, une promesse de protection jamais tenue, jamais prouvée. Il devient urgent de séparer le discours de la réalité, d'évaluer sans passion les conséquences réelles, car poursuivre sur cette voie, c'est risquer de briser la cohésion sociale, d'étouffer l'économie et d'hypothéquer la paix sur l'autel d'illusions martiales. La véritable menace n'est-elle pas, au fond, de voir un pays s'égarer dans la logique de confrontation au détriment de la vie de ses propres habitants ? Reste alors la question cruciale. Qui assumera les conséquences lorsque les mots laisseront place aux actes concrets ? Mais derrière ces choix stratégiques, un autre risque se profile, celui d'entraîner toute la région dans une spirale incontrôlable.
À quel moment la frontière entre rhétorique et action devient-elle trop mince pour être ignorée? Deux langages, deux mondes, la fuite en avant ou la lucidité? Que choisirez-vous d'affronter? En Pologne, la montée d'un discours de conquête n'est pas anodine. Chaque mot martial, chaque promesse de prise rapide prépare les esprits à accepter l'inacceptable. Ce glissement du débat politique vers la logique d'escalade n'est jamais sans conséquence. Fermer les yeux, c'est accepter que la prochaine crise ne soit pas seulement violente, mais irréversible. L'histoire l'a prouvé. Les mots utilisés tout en haut finissent pas par transformer la vie quotidienne de chacun. La sécurité, la stabilité économique, la liberté d'entreprendre, le tissu social, tout devient fragile quand l'affrontement prévaut. Les blessures identitaires, réveillées à dessein, deviennent armes politiques. Les citoyens ordinaires paient, les stratèges spéculent. Ce n'est pas la géopolitique abstraite, mais nos vies concrètes qui basculent. Laisser faire, c'est risquer l'irréparable. L'avenir de la région, et peut-être bien plus, dépendra de notre refus de céder à la fatalité. À chaque étape, nous pouvons interroger, dénoncer, résister à la normalisation du conflit. Il s'agit là de notre responsabilité à tous. Car derrière cette logique dangereuse, ce sont nos familles, nos entreprises et nos libertés qui sont menacées. Restons vigilants. Regardons la réalité en face, tant qu'il est encore temps.